Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'avant du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Benoît Rosier, cofondateur et CPO chez Upvisory, qui est avec nous. Salut Benoît, comment ça va ? Salut Timothée, écoute, super et toi ? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Écoute, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Benoît Rosier, je suis CPO et cofondateur d'Upvisory. Donc moi, mon job chez Upvisory, c'est plusieurs choses, hein. C'est d'abord d'accompagner l'ensemble de nos 130 collaborateurs à monter en compétences sur le produit, qui est quand même une discipline complexe et évolutive, hein. Et puis après, je fais encore pas mal d'opérationnel, un peu de terrain, et donc j'accompagne nos clients sur leur transfo produit. Donc ça va être des sujets de mise en place d'OKR, de mise en place de user research à l'échelle, de création des découpages d'équipes produits. Donc tu vois plutôt ce genre de sujet. Et du coup, tu parlais d'Upvisory où tu es cofondateur. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que vous faites et quelle est votre vision du produit ? Donc nous, Upvisory, on est une agence conseil dédiée à la construction de produits digitaux. Donc vraiment, notre objectif, ça va être d'accompagner nos clients à construire des produits digitaux à succès. Et donc aujourd'hui, il y a encore pas mal de taf, hein, parce que en moyenne, tu vas avoir 2 tiers des fonctionnalités d'un produit qui vont jamais être utilisées par l'utilisateur final. Donc tu vois, c'est un gâchis qui est monstrueux aujourd'hui dans le monde du produit et dans le monde du digital. Et donc nous, notre ambition, c'est d'accompagner nos clients à justement éviter ce gâchis et construire des produits digitaux à succès. Et donc aujourd'hui, chez Upvisory, on est organisé avec une logique de start-up interne où on va gérer en fait différents métiers. Donc, au sein d'Upvisory, tu vas retrouver plusieurs startups internes. Tu as une startup interne qui s'appelle Epic, qui est dédiée au métier du product management. Tu as Atom, qui est dédié au métier du product design. Source, qui est dédié au métier du product engineering. Et puis la petite dernière, qu'on appelle Summit, qui est dédiée pour le coup au transfo produit. Et du coup, est-ce que ces startups internes, elles sont toutes indépendantes ou est-ce que au contraire, il y a de la collaboration entre elles ? Ouais, c'est un peu un mix des deux. En fait, on a créé ces startups internes pour déjà adresser à une majorité des métiers autour de la création de produits. Parce que tu vois, par exemple, pour reprendre l'exemple de Source, un de nos gros pain points quand on était product manager, c'est de travailler avec des développeurs qui avaient un ADN produit qui était relativement faible, une appétence produit qui était relativement faible. Et donc ça, c'est compliqué, tu vois, quand tu fais du product, parce que tu as besoin que l'ensemble de l'équipe produit soit onboardé sur la création d'un produit digital. Et donc tu vois, ça c'est un petit peu pourquoi on a créé Source par exemple, c'est pour avoir des vrais product engineers, donc qui ont une appétence au produit et qui vont développer en étroite collaboration avec les product managers et les product designers. Donc oui, tu vois, tu as une collaboration entre les différentes startups, parce que on travaille tous sur du produit et tu vois, on intervient même collectivement sur certaines missions. Après, l'idée, tu vois, chez Upvisory, c'est que chaque structure a quand même son autonomie, son indépendance. Et ça, c'était important pour nous. Parce que tu vois, on est 3 fondateurs au niveau d'Upvisory, et donc aujourd'hui, on peut pas tout gérer. Et tu vois, il y a des personnes qui sont formidables chez nous, qui doivent être en capacité d'avoir des grosses responsabilités et de driver la boîte. Et puis après, le deuxième élément qui était important pour nous, tu vois, c'est que on commence à grossir, et tu vois, tu as ce que tu appelles le chiffre de Dunbar, qui est que au-delà d'une centaine de personnes, c'est compliqué à nouer des relations interpersonnelles fortes. Et donc, tu vois, l'idée, c'était d'avoir ces petites startups internes avec, tu vois, moins d'une centaine de personnes qui permettent justement d'avoir ces relations fortes avec tes collabs. D'accord, et du coup, si ça continue de croître par la suite, il y aura quand même ce problème qui va revenir, j'imagine. Ouais, c'est possible, notamment sur la partie product management avec Epic, où effectivement on commence à être relativement nombreux. Donc là, il faudra réfléchir à effectivement des nouveaux modes de fonctionnement pour toujours garder une bonne expérience collab dans la boîte. Et t'en parlais tout à l'heure, tu disais que tu faisais en sorte de aider justement les gens à progresser sur le produit. Qu'est-ce qui est mis en place chez Upvisory pour justement que les connaissances acquises par les uns et les autres se transmettent et pour que les gens puissent continuer à apprendre sur le produit ? Donc il y a plusieurs choses.
Je dirais qu'il y a trois piliers chez nous qui sont importants. Tu as le premier pilier qui est le pilier managérial. Ça, c'est un truc qui est important. En fait, chez nous, chaque advisor va être accompagné par ce que tu appelles un head of team. Tu vois, le head of team a 8 advisors qui va suivre de façon hebdomadaire. Donc, tu vois, il y a des points réguliers avec le advisor pour parler de la mission, pour parler du produit, pour voir comment effectivement on peut l'accompagner à évoluer. Donc ça, c'est un premier pilier. Tu as un deuxième pilier qui est celui de la formation. On fait beaucoup de formations en interne, hein. C'est quelque chose qui est ultra important. Donc tu vois, chez nous, tu as déjà un onboarding de 3 semaines pour effectivement monter en compétence sur le produit, parce que chacun arrive chez nous avec des façons différentes de faire du produit. Et donc il faut homogénéiser ce niveau-là. Et puis après, tu as un aspect qui est fantastique, qui est le pilier communautaire. En fait, faut te dire que Advisory, aujourd'hui, on est peut-être une des plus grosses boîtes en France en termes de nombre de product managers. Et donc ça, c'est super parce que du coup, tu as une dynamique incroyable qui se crée dans la boîte avec des retours d'expérience sur des secteurs très variés, des produits très variés. Et donc ça, c'est vraiment super pour progresser quand tu es product manager. Et justement, ces secteurs variés, enfin, pour moi, l'un des avantages des cabinets de conseil, c'est la possibilité justement pour un PM ou quelqu'un du produit de voir plein d'univers différents au fil des missions. Ouais. Et du coup de monter en compétences assez rapidement. Quelle est justement, vous, votre vision? Est-ce que vous recherchez que des PM qui ont beaucoup d'expérience? Est-ce que vous prenez des profils plus juniors? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous les accompagnez? C'est vrai que le marché a un petit peu bougé là-dessus. Tu vois, quand on a créé la boîte en 2016, effectivement, on recrutait pas mal de profils juniors. Parce que tu vois, tu avais quand même un shortage de profils qui s'y connaissaient en product management. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait vachement attention aux soft skills, parce que pour nous, c'est le plus important dans le product management. Ça reste un métier de soft skills, hein, le métier de product manager. Donc, on recrutait des personnes avec des bons soft skills, parfois qu'on formait, tu vois, au product management, parce qu'effectivement, tu avais, je pense à l'époque, un déficit sur le nombre de product managers sur le marché. Honnêtement, maintenant, les choses bougent pas mal. Je pense que, tu vois, il y a aujourd'hui beaucoup plus de product managers sur le marché, et donc on va plutôt quand même aujourd'hui recruter des profils avec de l'expérience produit et des bons soft skills naturellement. Mais aujourd'hui, tu vois, on arrive à recruter des profils avec les deux. Avant de fonder Advisory, tu étais product manager. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait passer du coup de product manager à créer Advisory? Effectivement, j'ai fait pas mal de choses avant de construire Advisory. En fait, moi, j'ai débuté ma carrière dans le monde de l'agence. Donc, en fait, j'ai découvert le produit via l'angle du design thinking. Et donc, tu vois, on accompagnait nos clients à créer des produits. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai pu découvrir, tu vois, plein de concepts produits comme les personas, l'experience map, le site mapping. Donc, voilà, j'ai commencé un petit peu là-dessus. Après, effectivement, j'ai basculé. Alors, on n'appelait pas encore ça product manager à l'époque, mais on appelait ça plutôt product owner. Donc j'ai été product owner sur pas mal de produits différents. Donc là plutôt sur la partie delivery. Et effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais essayer de créer mon propre produit et de faire à la fois de la discovery et du delivery, parce que ça me paraissait incroyable, hein, mais effectivement sur les différents produits sur lesquels j'avais bossé, je faisais soit que de la discovery, soit que du delivery. C'est vrai que c'était moins souvent qu'on faisait les deux sur un produit. Et donc je me suis dit, allez, vas-y go, je me lance dans une nouvelle expérience, je vais créer un nouveau produit. Et c'est comme ça que je me suis associé avec mes deux associés actuels. Et on a créé un produit qui s'appelle Wistiti, qui est un outil, enfin qui était, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un outil marketing qui scrapait en fait pas mal de data sur des sites e-commerce et qui les rétribuait sous forme de data viz un peu sympa. Donc tu vois, c'était un outil qui était assez cool pour les populations marketing parce que ça te permettait d'avoir pas mal d'infos sur ta concurrence, donc tu vois les périodes de promotion, les arrivées de nouvelles collections, tu vois ce genre de sujet. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en même temps qu'on travaillait sur Wistiti, on a commencé à faire du conseil en product management parce que voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrisait bien et qui nous passionnait, et ça nous permettait de rentrer un peu de cash dans la boîte pour financer les recrutements au niveau de Wistiti. Et puis en fait, au bout d'un moment, on avait ces deux activités, l'activité conseil qui prenait de plus en plus d'ampleur et l'activité produit autour de Wistiti. Et on a dû faire un choix un moment et on s'est dit, allez, qu'est-ce qui nous botte le plus? Et finalement, ce qui nous bottait le plus, c'était la partie conseil. Donc c'est comme ça qu'est né Advisory. Tu disais que tu gardais une grande part d'opérationnel quand même, enfin t'essayais de garder une part d'opérationnel. En quoi consiste une journée type de CPO pour toi?
Alors, je sais pas si je vais réussir à répondre à cette question parce que euh, je suis un CPO un peu particulier puisque je suis un CPO d'une boîte de service, donc c'est quelque chose de différent, je pense, en tant que voilà qu'un CPO d'une boîte produit. Donc, bon, je vais te faire la réponse classique. J'ai pas, j'ai pas forcément de journée type. C'est tellement variable, j'adresse tellement de chantiers différents que j'ai aucune journée qui se ressemble et c'est ça qui est assez sympa. Mais par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de l'opérationnel, ça reste effectivement une constante dans mon métier. Tu vois, je continue à faire pas mal de terrain et pas mal d'opérationnel. Ça doit bien représenter, je pense, 30 à 40% de mon emploi du temps. Et aujourd'hui, moi, je travaille plutôt sur des grosses transfo produits. Donc, tu vois, qui vont adresser, je sais pas, 200, 500, 1000 personnes. Et effectivement, comment tu crées des organisations produits qui vont être efficientes. Donc, ce que je te disais un petit peu en introduction quand je me présentais, mais ça va être des sujets de découpe d'organisation produit, de mise en place d'équipes produits, de mise en place de ce que j'appelle du product system, de la mise en place Docker. Donc voilà, pas mal de sujets, de sujets variés comme ça sur la partie opérationnelle. On va passer à la deuxième partie qui concerne ta vision produit. Allez. Quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans le produit? Je pense que ce que je vois beaucoup aujourd'hui sur le marché du produit, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En fait, je vois beaucoup de product managers qui se disent ah mais moi je suis pas forcément compétent, je suis pas le meilleur sur ce sujet, voilà, qui ont un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est quelque chose euh, d'assez prégnant dans notre métier. Euh, et, et le conseil que je pourrais donner à ces product managers, c'est de se faire confiance, parce que c'est pas parce que tu vois la méthodologie product est en constante évolution, parce que oui, tu as toujours des nouveaux concepts, tu as toujours des nouveaux bouquins, et du coup, voilà, tu as l'impression de pas te sentir à l'aise sur cette discipline. Euh, mais justement, c'est pas parce que voilà, il y a un renouveau constant, tu vois, sur ces éléments-là qu'il faut pas se faire confiance. Tu vois, le product management, c'est pas non plus de la rocket science. C'est pour moi beaucoup de soft skills et de bon sens. Et donc, je pense qu'en tant que product manager, il faut essayer de voilà, de pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Le product management, c'est avant tout beaucoup de bon sens, beaucoup de pratique. Donc, se faire confiance sur le terrain, essayer de mettre en place des choses qui nous plaisent et pas se dire ah attention, j'ai pas appliqué le dernier concept à la mode du dernier bouquin qui est sorti. Est-ce que y a une erreur ou quelque chose que tu as appris qui a changé ta façon de faire du produit? Je pense qu'il y a un truc, en fait, avant de passer et de basculer sur un mode plutôt coaching produit, j'ai fait pas mal de coaching agile. Donc tu vois, je participais à des grosses transfo safe, tu vois, j'ai travaillé avec des gourous de l'agilité, et donc pendant longtemps, je me suis quand même un peu laissé porter par le mouvement de l'agilité, et notamment de l'agilité à l'échelle. Et en fait, on a, enfin, tu vois, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je pense qu'on a fait des choses qui étaient aberrantes. On a mis en place, enfin, des usines à gaz orientées delivery. On parlait jamais de discovery. Donc, voilà, quand je regarde un peu en arrière maintenant, je me dis bon bah ces transfo agiles, elles n'ont pas eu le succès escompté. Même certaines de ces transfo agiles ont vraiment été des catastrophes pour certaines boîtes. Euh, et donc, tu vois, ça, c'est, je pense, un des gros learnings que j'ai pu avoir dans ma carrière, c'est qu'il faut faire attention aux frameworks tout faits, aux méthodologies toutes faites. Tu vois, tous ces frameworks, toutes ces méthodologies, ça reste des boîtes à outils. Et quand on est product manager ou quand on est product leader, ce qui est important de garder en tête, c'est de se dire que ces frameworks, que ces méthodos, c'est avant tout des boîtes à outils. Et ce qui est essentiel, c'est d'adapter ces méthodologies, ces frameworks à son contexte organisationnel, parce que chaque contexte organisationnel est différent. Et comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer et quels sont tes plus gros challenges à ce jour? Alors le monde du produit, il évolue tout le temps, hein. Donc chaque année, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui sortent dans le monde du produit et honnêtement, c'est ce qui est passionnant et moi ce qui me passionne dans ce métier-là, hein, c'est que honnêtement, on s'ennuie jamais et chaque année sont différentes quand on fait du product management. Mais tu vois là, je trouve que ce qui est intéressant ces dernières années, c'est qu'il y a une tendance de fond dans le monde du produit autour de la structuration de toute la partie discovery.
Tu vois, je pense que la partie de delivery aujourd'hui, elle est très structurée grâce aux méthodes agiles. Tu vois, tu as du Scrum, tu as du Kanban, tu as du XP, donc tu as pas mal de choses qui te permettent d'être bon sur le delivery. Mais la disco, c'est plus compliqué, c'est moins structuré. Et donc ça, c'est un truc qui est canon de ces dernières années, c'est que je trouve que ça se structure bien. Tu vois, tu as plein de nouveaux cadres qui sont arrivés pour essayer de structurer ces aspects. Je sais pas, tu as le design sprint, tu as la partie continuous discovery, même plus récemment en France, tu as la partie discovery discipline de Rémi Guyot. Donc franchement, c'est des trucs qui sont bien et qui vont aider les product managers à mieux structurer leur discovery et même pour certains à faire tout simplement de la discovery parce que c'était quand même un pan qui était assez oublié, tu vois, du product ces dernières années. Et du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui pour toi fait une bonne équipe produit et par extension un bon PM et un bon CPO? Ouais, alors moi j'ai un acronyme pour parler de bonnes équipes produits, c'est l'acronyme PAT. Je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire, mais tu vois, mes clients, quand ils me voient débouler dans leurs locaux, ils me disent attention, il y a la patte patrouille qui est là. Euh, et donc, en fait, PAT, pour moi, c'est comme ça que je définis une bonne équipe produit. Donc, c'est trois mots c'est le périmètre. Donc, pour que ton équipe produit soit viable, il faut qu'il y ait un périmètre qui soit ultra clair, donc que ce soit un périmètre orienté feature ou orienté objectif. Le A, c'est pour autonomie. Ça, c'est un truc qui est ultra important. Il faut que l'équipe soit autonome. Donc, ça veut dire avoir toutes les expertises nécessaires pour développer ton produit. Ça veut dire limiter les dépendances et les adhérences avec d'autres équipes produits. Et puis après, le T, c'est la partie taille. Donc, effectivement, ça sert à rien d'avoir une équipe produit de 30 personnes. Ça fonctionne pas. Une équipe produit, c'est notre notion de pizza team. Tu vois, donc essayer de viser 10, douzaine de personnes max. Euh, Maintenant par extension sur product manager. Alors qu'est-ce que c'est un bon product manager? Euh, Moi, ce que je privilégie avant tout sur la partie product manager, c'est la partie soft skills. Je t'en parlais un petit peu avant. Les soft skills, c'est essentiel pour un bon product manager. Et pour moi, tu as quelques soft skills qui sont très importants. Tu as la partie leadership qui est clé, parce que quand on est product manager, on est un petit peu le chef d'orchestre de son produit, CEO de son produit. Et si on ne fait pas preuve de leadership pour voilà, défendre ses engagements, défendre son produit, défendre ses convictions, c'est compliqué de construire des produits de qualité. Tu as un autre soft skill qui va être important, c'est tout ce qui va tourner autour de, je pense, la rigueur. Les product managers, ça doit être des personnes qui doivent être très rigoureuses dans leur façon de fonctionner. Si on n'est pas rigoureux, c'est compliqué de faire du product management. Et puis après, je pense qu'il y a un dernier élément qui est important, c'est plutôt la partie empathie. C'est important d'être empathique quand tu es product manager pour voilà, te mettre à la place de tes utilisateurs, mais pas que. Tu vas te mettre à la place des personnes de ton équipe produit pour comprendre comment voilà, ils vivent le truc, te mettre à la place des parties prenantes dans ton organisation pour bien comprendre effectivement quels sont leurs besoins. Donc voilà, le product manager, c'est avant tout pour moi, être bon product manager, c'est avant tout avoir des bons soft skills. Et je sais que t'es pas mal engagé. Comment est-ce que justement on fait pour allier impact positif dans les produits qu'on construit avec les objectifs qui restent quand même business? Comment est-ce que du coup t'arrives à faire en sorte que l'impact positif se retrouve malgré toutes les contraintes qui y a autour? Alors ça c'est la grosse question, hein. C'est effectivement la grosse difficulté qu'on peut avoir quand on travaille sur un produit. Si l'organisation est pas alignée, tu vois, sur justement l'impact positif qu'on peut avoir, c'est compliqué. Bon, déjà juste pour définir un peu ce que tu mets derrière impact positif, donc moi je mets trois notions. Il y a la première qui est celle d'accessibilité, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. Il y a l'éco-conception, donc comment tu construis des produits qui sont plus responsables écologiquement. Et puis après, tu as toute la partie éthique, tu vois comment tu évites de construire des dark patterns par exemple sur ton produit. Et donc tu vois, pour construire des produits à impact positif, il faut essayer justement de jauger ces trois dimensions-là. Et si l'organisation est pas mature sur ces sujets, là, il n'y a pas de recette miracle, hein, tu vois, c'est beaucoup d'évangélisation, beaucoup de promotion, de choses comme ça. On va passer au sujet du jour et du coup t'as choisi de parler d'accessibilité. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? L'accessibilité, c'est un sujet qui est très important pour moi parce que je trouve que l'accessibilité, c'est un petit peu aujourd'hui le grand oublié de nos produits numériques, malheureusement. Tu vois, on considère que tu as moins de 3% des produits qui sont accessibles aujourd'hui.
Donc tu t'imagines, 3%, c'est juste énorme. Et à côté de ça, en France, tu as quasi 20% de la population qui est dans une situation de handicap. Donc ça représente 12 millions de personnes. Donc ça veut dire que quand on fait du product management aujourd'hui, bah, on exclut une très grosse partie de nos utilisateurs potentiels. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Parce qu'on a une responsabilité en tant que product manager, justement, de limiter cette exclusion ou à minima, de pas la renforcer. Comment est-ce que tu définis justement cette notion d'accessibilité? Est-ce que quand tu y réfléchis, tu as des personas d'utilisateurs en tête, ou est-ce que, un persona spécial, ou est-ce que ça s'intègre dans toutes tes réflexions de base? L'accessibilité, ça se définit de la façon suivante, c'est tout simplement l'égalité d'accès à nos produits digitaux. L'idée, c'est de se dire, tu prends n'importe qui en France, il a les mêmes conditions d'accès à nos produits digitaux que toute autre personne. Tu vois, c'est pas de créer d'exclusion autour de cette accessibilité digitale. Et puis après, effectivement, oui, on va avoir différents personas qui correspondent, tu vois, à différents types de déficiences, de différents types de handicap. Et donc, effectivement, voilà, on peut travailler l'accessibilité en fonction de ces différents personas. Les sites de l'État, ils ont fait énormément de progrès en termes d'accessibilité, puisque c'est devenu au final une réglementation qui les oblige à respecter certains critères. Est-ce que du coup, pour toi, l'État est en train de définir une nouvelle norme, ou est-ce que tu as des exemples d'entreprises privées qui ont aussi pris pas mal d'avance sur ces sujets-là? Ouais, c'est vrai que au final, on peut dire que l'État est pionnier sur ces sujets-là, et puis c'est bien la première fois qu'on peut dire que l'État est pionnier sur un sujet en rapport avec le numérique, parce que normalement, c'est pas souvent le cas. Et tu vois, je vois bien hein, dans notre organisation, parce que le secteur public, ça reste une grosse partie de nos clients, et mine de rien, les product managers de chez nous qui bossent dans le secteur public sont beaucoup plus matures sur le sujet de l'accessibilité. Aujourd'hui, tu as très peu d'acteurs du privé, tu vois, qui bossent ces sujets d'accessibilité. Et aujourd'hui, je pense que l'État, il est plus mature sur ces sujets-là parce que, bon, bah, tu vois, il se doit d'être égalitaire dans la façon de traiter les citoyens. Hein. C'est un peu notre grande devise, hein, patriotique, liberté, égalité, fraternité. La partie égalité, ça reste un élément fondamental hein, pour l'État. Et du coup, effectivement, ça doit se répercuter sur les produits digitaux. Donc, tu vois, après, je te disais que le secteur privé est pas très mature, mais je pense quand même que demain, ce ne sera pas le secteur public qui portera, tu vois, cette notion d'accessibilité. Je pense que ça restera le secteur privé, tu vois, qui, je sais pas, lancera, inventera des nouvelles façons de rendre nos produits accessibles. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, malheureusement. Dans la notion d'accessibilité, on parle surtout de handicap, mais il y a aussi le sujet d'inclusivité qui est lié, c'est-à-dire permettre aux personnes qui sont peu habituées au numérique ou qui ont du mal à l'utiliser et qui voient du coup le monde changer autour d'elles et avoir des services physiques qui sont peu à peu remplacés par des équivalents numériques. Comment est-ce que dans la conception produit, on s'assure justement de pas laisser ces gens-là sur le côté? Par exemple, avant on pouvait simplement arrêter un taxi dans la rue, maintenant on est obligé d'avoir l'utilisation d'un smartphone pour appeler en Uber, ou pareil, les guichets SNCF qui sont remplacés par du tout en ligne quand on part dans un Wigo. Est-ce que pour toi le numérique peut se suffire à lui-même, ou est-ce que il faut toujours penser à une porte de sortie physique quand on pense à un produit? Ouais, alors c'est une bonne question et c'est une question complexe. En fait, sur le court terme, j'ai envie de te dire que oui, il faut garder des services physiques parce que c'est sûr quand je vois ma grand-mère de 80 ans, de 95 ans, pardon, qui a jamais utilisé un outil numérique de sa vie, ça va être compliqué pour elle du jour au lendemain de se mettre au digital. C'est sûr qu'elle utilisera jamais de smartphone, elle utilisera jamais d'application web, et donc c'est sûr que pour elle, c'est essentiel de garder des services physiques pour faire voilà, des démarches administratives, pour acheter un titre de transport. Enfin, voilà, elle le fera jamais en ligne. C'est sûr que c'est pas possible. Après, je pense que sur le moyen terme, ça me paraît peu réaliste parce que bon bah voilà, on reste sur une explosion hein, du digital. Aujourd'hui, tu as plus de 200 nouveaux produits web qui se créent à la seconde. Tu vois, donc c'est quand même énorme. Et je pense que la tendance, elle est quand même plutôt à la digitalisation massive de tous nos usages plutôt que de garder des usages en physique. Et je pense que cette solution de garder justement des usages en physique, je pense que
progressivement ça va devenir trop coûteux. Tu vois, je sais pas si tu reprends l'exemple de la SNCF, tu vois, dans 30 ans, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils arrivent à garder des personnes qui vendent des tickets en présentiel dans toutes les gares de France. Enfin, ça me paraît compliqué, c'est déjà plus le cas. Donc pour moi, l'idée est plutôt, tu vois, de former ces utilisateurs qui sont aujourd'hui exclus au numérique. Et donc c'est là où nous, effectivement, on a une responsabilité en tant que product manager de ne pas construire des produits qui sont trop complexes pour ces utilisateurs-là qui ont déjà du mal sur du numérique. Donc tu vois, pour conclure, pour cette question qui est quand même complexe, c'est je pense sur le court terme, oui, c'est sûr qu'il faut garder un certain nombre d'usages en physique, de services en physique, mais je pense que sur le moyen long terme, ça reste pas des options viables. Je pense que une majorité d'entreprises vont digitaliser un maximum de processus. Et donc pour moi, la solution, c'est pas de compter sur garder des usages et des services en physique, mais c'est plutôt d'accompagner les personnes qui sont exclues du numérique aujourd'hui à utiliser des produits digitaux. Et est-ce que pour toi cette diversité et cette inclusivité, elle doit aussi se retrouver dans les équipes produits qui conçoivent du coup les produits et dans les personnes choisies en user research et en user test? Et si oui, comment est-ce que vous, chez Upvisory, vous avez entrepris en ce sens et comment est-ce que vous formez vos collaborateurs à ces sujets? Intégrer des personnes en situation de handicap dans les équipes produits, bon, pas forcément, et je pense qu'on aurait du mal à avoir des équipes produits qui représentent cette diversité qu'on peut retrouver sur le marché, parce que ça reste une question d'expertise et parfois on peut pas trouver toutes les expertises nécessaires dans cette diversité. Mais par contre, effectivement, dans l'équipe produit, il faut que toutes les personnes soient formées notamment à ces enjeux d'accessibilité et comprennent les gros challenges qu'il y a derrière. Ça, c'est essentiel. Par contre, effectivement, dans toutes nos phases du product management, tu parlais de user test, là c'est important d'intégrer des personnes en situation de handicap. Il faut effectivement axer notre discovery, notre delivery, notre product marketing, nos designs autour de ces personnes en situation de handicap et les intégrer dans ces démarches-là. Ça, c'est clair que c'est ultra important et aujourd'hui, malheureusement, c'est très peu fait. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils à partager pour ceux qui souhaitent justement mettre une réflexion autour de l'accessibilité dans leurs produits? Je pense que le premier élément qui est important, c'est de se former à l'accessibilité, parce qu'effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est le premier élément qui est fondamental. Deuxième élément, de prendre conscience du gap potentiel qu'il y a, tu vois, sur ton produit en termes d'accessibilité. Donc là, tu as pas mal d'outils qui existent, tu vois, pour justement diagnostiquer les forces et les faiblesses de ton app sur ces notions d'accessibilité. Et puis après, 3, de combler le gap, donc de commencer à construire des produits accessibles, des features accessibles, et puis d'intégrer systématiquement des personnes en situation de handicap, justement, dans nos produits. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'Avent. Avant de conclure, je voulais juste remercier aussi Louise Berrotte, qui est UX UI designer et médiatrice au numérique, qui m'a aidé à mieux comprendre les enjeux d'accessibilité pour préparer cet entretien. Et je voulais savoir si tu avais un mot de la fin à rajouter. Ouais, justement, quand je parlais de formation autour de l'accessibilité, donc nous, on sort une formation sur l'accessibilité en janvier, donc sur notre plateforme Campus, dédiée justement au product management accessible. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de formations à l'accessibilité pour les devs, pour les designers, mais pas pour les product managers. Et ça, pour moi, c'est une aberration, parce qu'en tant que product manager, on est responsable de la construction d'un produit digital, donc il faut qu'on soit formé à ces enjeux d'accessibilité. Donc voilà, l'idée, c'est de sortir cette formation-là, et 100% des fonds récoltés via cette formation seront dédiés à notre fondation, donc la fondation Upvisory, qui œuvre pour un product management plus responsable. Donc ça permettra de faire une bonne action et en même temps de se former au product management accessible. Trop bien, du coup en janvier, c'est ça? En janvier, ouais. C'est top, merci beaucoup en tout cas. Merci Timothée. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'Avent du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!